Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Chez Soi, Famille et Immobilier. Je suis Lynne Coudry, courtier immobilier résidentiel pour Remax. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nadège de Multitest pour une discussion aussi passionnante qu'essentielle. Que vous soyez propriétaire, acheteur, vendeur ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur votre maison, cet épisode est rempli d'informations qui pourraient vous éviter bien des surprises. On aborde plusieurs sujets, des sujets importants qui passent souvent sous le radar, mais qui peuvent avoir un impact majeur sur une propriété. Le radon, la pyrite, les tests de sol, les installations septiques, la qualité de l'eau et bien plus encore. Ce sont des éléments qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui peuvent influencer la sécurité, la valeur et la tranquillité d'esprit des propriétaires. Avec son expertise, Nadège répond à des questions que plusieurs se posent et démystifie plusieurs croyances. Elle nous explique quand ces tests sont recommandés, pourquoi ils le sont aussi souvent, comment ils peuvent aider à prendre des décisions éclairées, que ce soit avant un achat, lors d'une vente ou simplement pour mieux connaître votre maison. C'est un épisode un peu plus long qu'à l'habitude, mais chaque minute en vaut la peine. Si vous souhaitez mieux comprendre ce qui se cache sous vos pieds ou derrière les murs de votre maison, vous êtes au bon endroit. Je vous souhaite une excellente écoute et comme toujours, bienvenue chez vous. Bienvenue à Chez Soi, Famille et Immobilier. Bonjour Nadège, bienvenue au podcast Chez Soi, Famille et Immobilier. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. C'est le fun d'être là. Oui, mais c'est très apprécié. Aujourd'hui, Nadège, on va faire un peu spécial. On va faire en deux volets. Donc, on va parler tout d'abord d'un premier sujet qui est le radon, moisissure et l'amiante. Puis ensuite de ça, on va parler des tests de sol. Bon, moi, je te connais bien. On s'est déjà croisés dans plusieurs événements, mais j'aimerais ça que tu te présentes, toi, puis aussi un multitest. Là. Qu'est-ce que vous faites là, à part dans une belle salle de conférence comme ça, dans une belle forêt? Alors, moi, je suis la présidente de Multitest depuis 2023, mais je travaille chez Multitest depuis 2015, d'abord chargée de projet, vice-présidente, etc. Puis, qu'est-ce qu'on fait chez Multitest? En fait, on essaye d'être la porte d'entrée, le partenaire pour tous les tests en immobilier au Québec, aussi bien pour les entrepreneurs, les inspecteurs que les courtiers en immeubles. C'est comme ça qu'on s'est croisés. Donc, notre but à nous, c'est vraiment de donner accès à des professionnels ou à du conseil professionnel assez rapidement et gratuitement, idéalement. Le but, c'est que si les gens sont bien informés, ils vont choisir le bon test. Puis ça va vraiment aider dans notre travail. Puis il va vraiment laisser, je pense, une meilleure impression du monde de la construction et de l'immobilier. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Puis historiquement, mais depuis que Multitest existe, ça fait 27 ans maintenant, quand même. Oui, hein? Ça devrait été toujours l'idée d'être un partenaire pour les courtiers d'immeubles parce que vous avez énormément, de cas de figure, Mhm. puis on vous demande d'être comme l'expert dans tout, ce qui est quand même difficile, on va se dire. Donc on essaye d'être vraiment le partenaire, la personne que vous appelez: «Là, j'ai un test, je comprends pas le rapport, c'est nouveau, là, j'ai un problème. Je sais qu'il y a un problème. Est-ce qu'on a moyen de régler ça?» Puis notre Mhm. objectif, c'est d'essayer que la transaction se fasse le mieux possible, idéalement, que tout le monde soit content à la fin. Oui, vous êtes un élément clé dans tout ce qu'on appelle, oui, on fait inspecter la propriété, mais des fois, quand on doit aller justement en expertise, creuser un peu plus loin, vous êtes un allié, là, dans le fond, pour que l'acheteur fasse le bon choix, puis en même temps que le vendeur aussi soit protégé parce que lui aussi va être au courant, dans le fond, de ce qui va. Tout à fait. Tout d'abord, comme j'ai dit, là, le premier sujet, en fait, c'est trois choses, radon, moisissure et amiante. Tout d'abord, si tu peux nous expliquer la différence entre les 3. Mais en fait, les 3 sont très liés à la même problématique qui est, entre guillemets, «vivre dans notre bâtiment de manière sécuritaire» et c'est 3 éléments complètement différents. Le radon, c'est un gaz. La moisissure, c'est quelque chose de vivant. Donc ça demande un petit peu plus de challenge, je dirais. Puis l'amiante, c'est un minéral qu'on retrouve n'importe où. Puis dans les 3 cas, il y a beaucoup de mythes, beaucoup de non-compréhension. Des fois, les gens sous-estiment ou surestiment les risques, vraiment. Donc, le radon, c'est un gaz. C'est inodore, c'est incolore. C'est impossible pour l'être humain de le détecter. Puis malheureusement, c'est quelque chose qui est encore trop très, très peu connu, là, donc on va revenir plus en détail si tu veux après. Oui, on y reviendra. L'amiante,
Là, c'est vraiment le sujet. C'est quelque chose sur lequel on axe beaucoup nos formations, beaucoup notre pédagogie sur nos médias sociaux chez Méditest parce que il y a énormément d'incompréhension liée à l'amiante. Il y a énormément d'idées reçues liées à l'amiante. Moi, je me fais encore dire: «Ah, j'ai acheté une maison en 1980, là, il y en a pas d'amiante là-dedans». OK. Donc ça aussi, si tu veux, on reviendra en détail, c'est quoi les Oui, dates importantes et cetera. Puis la moisissure. La moisissure, c'est un autre défi. La moisissure, il y a pas de date. Souvent, on a quand même des indices ou d'odeur ou visuels qu'il peut y avoir un problème de moisissure, mais encore là, des fois, c'est très caché. Malheureusement, contrairement aux 2 premiers où, une fois qu'on a réglé le problème, il revient pas, la moisissure, c'est vivant. Donc si à nouveau, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, on a les bonnes conditions dans le bâtiment pour qu'elle fasse le party, ben le problème revient. Donc elle ça, va c'est revenir. c'est quelque chose d'assez particulier malheureusement. Puis à travers tout ça, est-ce qu'il y a différents types de construction qui est plus à risque pour un L'un ou des 3 l'autre, en fait? oui, pas vraiment, c'est ça qui est plate. Ouais. Nous, on voit tout cas de figure. Donc, c'est sûr que nous, on voit de la maison neuve, du terrain à construire, puis on voit des bâtiments de 1890. Moi, souvent, j'aime ça. C'est des vieux bâtiments, ils ont plus d'histoire, ils ont des fois plus de défis, des fois moins. Oui, C'est sûr que l'amiante, si on parle de date, c'est celui pour lequel les choses sont importantes. Donc, l'amiante, elle a été interdite au Canada en décembre 2018. Ouais, c'est quand même assez récent. très récent, c'est fou quand on y C'est pense. Là. Ça veut incroyable d'y dire que penser. c'est ça. C'est comme si on se disait, mais attends, mais ça veut dire si je veux acheter une maison où je suis sûre qu'il y a pas d'amiante, 0 là. Faut qu'elle soit construite après 2018. C'est quand même pas beaucoup une maison quand on y pense. C'est pas, tu sais, je veux dire, tu vends des maisons, hein? On en Oui, croise plein des ben oui, c'est 1970, 80, 90, on est loin du 2018. bâtiments. Après, oui, il y a d'autres dates. Et oui, je sais que l'interdiction globale, ça a été en 2018, décembre 2018. C'est sûr qu'il y a d'autres dates. Par exemple, pour les gîtes, c'est composé à joint, les beaux murs lisses comme derrière moi. Oui, Normalement, après 1985, il y en a plus dedans. Les tuiles acoustiques, les tuiles de plancher, et cetera, il y a pas de date. De calfeutre en fenêtre, il y a pas de date. Dans les années 90, on a commencé à interdire l'amiante dans les flocages et calorifuges. Alors ça, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver? oui. Pour simplifier, souvent, vous êtes déjà rentré, mettons, dans des commerces ou des bâtiments un peu plus industriels et le plafond, on aurait dit que c'était du béton giclé. Ça, c'est un flocage. Donc, ces matériaux-là, jusque dans les années 90, pouvaient en contenir. Une autre chose aussi, c'est toutes les enroulés autour des tuyaux. Donc, tout ce qui est calorifuge. Là aussi, dans les années 90, on a interdit la présence d'amiante à l'intérieur. Plus globalement, dans une maison, si vous faites des rénovations et que vous avez autre chose que des murs en gypse et composés à joint, ben, jusqu'en 2018, vous devriez quand même vous questionner sur vos matériaux. Comme je dis, calfeutre en fenêtre, les tuiles acoustiques, les tuiles de plancher. Il y a énormément d'endroits où on mettait de l'amiante. Mmh, Malheureusement, c'est un très bon matériel. Ça brûle pas, ça pourrit pas, c'est c'est vrai, quasiment indestructible. Mais maintenant, on sait que c'est une cause de cancer vraiment très élevée, puis les gens tout à fait. sous-estiment beaucoup. On a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous porter des échantillons, puis ils en portent un. Ouais, mais là, ma cliente, elle est stressée. OK, mais vous faites quoi comme travaux? Je démolis mon étage au complet avec un échantillon? Ça suffit pas, c'est pas Généralement, ça assez. en prenait 2, 3 à En différents plus endroits, que ça. hein? Ah oui, La OK. CST, s'il y a des travailleurs, va demander 9 échantillons par zone présentant des similitudes d'ouvrage. Donc, par exemple, tous les murs du même étage qui sont construits avec les mêmes matériaux, 9 échantillons. Les plafonds, 9 échantillons. Si dans un bâtiment, j'ai des plafonds en stucco, ben c'est théoriquement 9 échantillons par type de stucco. Alors, si vous en avez un qui a fait des petites fleurs de différentes tailles, là, ça peut devenir vraiment intéressant. Nous, oui, ça nous est arrivé, hein? Genre 6 chambres, 6 stuccos différents. Et OK. quand même. Oui, mais ça, c'est la CNSST. Donc ça, c'est quand Oui, vous avez des travailleurs sur place. Puis c'est sûr qu'on a tendance à dire, ouais, c'est beaucoup, ils exagèrent, mais il faut quand même garder en tête que ça reste un risque énorme. Donc, si la CNSST demande ça, 9 échantillons analysés, tous négatifs, c'est parce que c'est des matériaux qui sont très, 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 très pas uniformes au niveau de la concentration d'amiante. Donc, c'est pour ça que ça nous en prend vraiment plusieurs, parce que le premier pourrait ne pas en contenir, le deuxième un peu, le troisième beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'ils en demandent plusieurs pour avoir vraiment une protection maximum pour les travailleurs.
C'est Quinze normal jours. parce qu'ils sont, Ah, assujettis à ça toute la journée aussi, toute puis la pour avoir un journée. portrait global justement de tout le plafond ou comme tu dis, si ça peut Oui, varier, ben là, ça nous donne une façon plus uniforme que juste de tout prendre à les 4 fait. coins, exemple. Après, on va parler transaction. Moi, quelqu'un qui me dit: «Je veux acheter cette maison-là, la chambre, celle-là du fond, là, on va la rénover, là, c'est moche. Le plafond, c'est-tu quoi avec des gouttelettes, là?» Oui, oui. Le fameux Ah, popcorn un peu là? c'est pas toujours élégant, là, puis la poussière là-dessus, c'est pas super non plus, donc je comprends. Dans ce cas-là, on va quand même, nous, dans le cadre de la transaction, j'ai pas de travailleur, on va expliquer au client. Ça prend 9 échantillons. Mais votre chambre, là, est plus petite que ma salle de conférence. Le plafond, là, j'ai quelques pieds carrés. On va peut-être en prendre 3, 6. Vous allez pas être sûr à 100% qu'il y ait pas d'amiante, mais déjà, vous allez avoir une idée. Assez précise quand même, hein. 6 échantillons dans un petit plafond, là, déjà, Mmh. prend quand même des échantillons de cette taille-là, 2 pouces par 2 pouces. Je veux dire, on peut pas partir avec tout le plafond non Ben plus, c'est non, pas quand notre même. travail. Donc bon, c'est ça. Nous, dans le cadre d'une transaction, on essaye aussi d'expliquer c'est quoi la balance entre qu'est-ce que la CNSST exige, qu'est-ce que vous aimeriez payer, zéro. Puis où est le compromis entre les 2 pour que vous ayez votre réponse dans des délais puis des coûts raisonnables. C'est vraiment ça notre objectif. Donc c'est ça. Pour le radon, Oui, mmh, le radon, je trouvais quand je t'ai proposé le sujet, en fait, ça vient parce que, ben, il y avait un article dans la presse, là, qui disait justement qui parlait du radon, qui était une cause importante du cancer au Québec. Puis je sais qu'on en a beaucoup parlé également, lorsque la COVID est arrivée, puis qu'on faisait beaucoup de télétravail, puis les gens étaient toute la journée à la maison, puis ils sortaient, bon, juste 1 heure à l'épicerie peut-être par jour ou faire, le jogging, mais au lieu d'être à la maison, exemple 8 heures, ben là, on était des 16 oui. heures à la maison, donc on était beaucoup sensibilisés, à ça, puis j'aimerais que tu nous en parles davantage. Ça a été en fait une découverte pour plein de monde, alors que le radon, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Le radon, il n'y a pas de date, puis il n'y a pas de type de bâtiment non plus. Dans le sens où ça dépend comment votre maison est construite, puis le où elle est construite. Mais le où est pas tant important que ça. Il n'y a pas de carte vraiment au Québec où on sait secteur oui, OK. secteur non. C'est un gaz, c'est émis par les roches, malheureusement, qui sont en dessous de nous, qu'on retrouve pas mal partout au Québec, beaucoup au Canada, même en général. Première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs au Canada. C'est C'est pas vraiment, rien, hein. c'est pas rien. Puis nous, on a eu des cas, hein, il y a plusieurs années où les gens nous appelaient en nous disant, ben là, moi, j'aimerais un test pour savoir qu'est-ce qui marche pas avec la maison de mes parents. On était comme, OK. OK. Ben là, ma mère était malade, donc elle dormait plus au sous-sol versus, genre 2 étages à monter les escaliers, puis elle a jamais fumé de sa vie, elle est morte d'un cancer des poumons. Puis là, mon père, même affaire, 5-6 ans après, a commencé à dormir plutôt au sous-sol, à côté de la télé, s'endormir sur le canapé et cetera. Puis 3 ans, cancer des poumons, ils ont jamais fumé tous les 2. Puis nous, on avait des cas comme ça de plus en plus. Donc malheureusement, c'était le test de radon qu'on conseille. Donc le test de radon, je dis malheureusement parce que ce test-là, il était très sous-estimé jusqu'à le fameux article dont tu parles, qui a vraiment Oui, bougé les choses. Ça a été très, très bien, moi, je trouve, parce qu'effectivement, les gens travaillent chez eux. Puis les gens, ils travaillent chez eux, puis souvent, le bureau, ils le mettent au sous-sol. tout à Et fait. là, ça devient beaucoup plus inquiétant parce qu'on est constamment donc dans l'air du sous-sol, puis c'est, comme je disais, inodore, incolore, tu t'en rends compte de Mmh. rien. C'est un gaz radioactif. Tu l'aspires, tu l'aspires, puis à l'intérieur de tes poumons, il va genre faire des mini explosions qu'on ne voit pas à l'œil nu, puis là, il va OK. endommager tes poumons. C'est ça le problème, hein. Et donc ce test-là, il est long à faire. Le vrai test, celui qui est accrédité, recommandé, il faut le laisser 3 à 6 mois à l'intérieur du bâtiment, sans bouger. Puis ça, dans le cadre d'une transaction, tu le sais aussi bien que moi, là, ça peut pas marcher, là. Tu peux pas dire: «On va vendre la maison au mois d'avril l'année prochaine». Oui, mmh, avec le Pas sûr. marché qu'on non, ça marchera jamais, là. En tout cas, j'espère que ça marchera jamais, puis ce sera pas un bon signe pour le marché de l'immobilier. Mais c'est sûr qu'en plus, pendant la pandémie, on arrivait à peine à avoir une inspection, on n'en était pas du tout à penser au test de radon. Puis il y a beaucoup de bâtiments qui ont été achetés n'importe où en région. Là, les gens, comme tu disais, se sont mis à vivre chez eux, il y a eu une conscientisation, mais entre-temps, on est quand même chanceux. Il y a des tests qui ont été développés, puis il faut faire très attention. Il y a des inspecteurs qui vont venir avec une petite capsule, puis la capsule doit enregistrer les petites explosions dont je te parle. Oui. Pour arriver à ce que ça marche en quelques heures, ils sursensibilisent. Ils disent à la capsule, au lieu de tu vas avoir une explosion, tu vas compter 100 explosions pour être sûr d'avoir un enregistrement.
Ça, c'est problématique. Les tests de radon qu'on a en quelques heures ne sont pas fiables. Ils peuvent sous-estimer ou surestimer. Et malheureusement, ça peut faire capoter une vente, paniquer quelqu'un ou lui faire croire qu'il est en sécurité dans un bâtiment où il ne devrait pas être. Et ça, c'est grave. Il y a des tests, par contre, qui se font en une semaine environ, j'arrondis. Il faut faire affaire avec un expert. Nous, par exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer quelqu'un, mais Radon Évolution, c'est des partenaires avec qui nous, on travaille. Nous, on est dépositaires parce qu'ils sont sur la rive nord de Montréal, donc on a des capsules pour eux, des petites capsules, celles pour 3 à 6 mois, mais eux offrent aussi des tests plus rapides. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils ont une machine, par exemple, que tu peux poser dans ton sous-sol et qui va mesurer sa localisation, puis si tu as ouvert les fenêtres ou pas, elle va le savoir. Donc, OK. un C'est précis vendeur quand même. pourrait pas tricher. Oui. Le vendeur, une fois qu'il est là, il pourra pas aérer son sous-sol pour dire: «Ben non, moi j'ai pas de radon, là, voyons, là, je» non, il pourra pas faire ça. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il pourra pas déplacer la machine, il pourra pas ouvrir les fenêtres. Donc, l'acheteur va déjà avoir une bonne idée. Et cette machine-là est vraiment conçue, calibrée, vérifiée pour faire des mesures exactes. Donc, on va se retrouver dans une situation où c'est pas le test parfait, mais c'est un test qui est très bon pour une transaction. Puis, s'il te dit c'est vert, c'est vert. S'il te dit c'est jaune, tu peux décider d'acheter la maison, mais tu vas négocier possiblement le prix de Mmh. installer le ventilateur, d'installer ce qu'il faut pour remédier à ton problème de radon dans la maison. C'est pas très cher, ça se fait très bien. On démolit pas la dalle, c'est quand même quelque chose qui se fait rapidement. C'est pas invasif comme travaux, là. C'est pas arracher de l'amiante Bon. sur 2 étages. Oui. Puis, assez rapidement, on revient à quelque chose qui est très, très normal, qui respecte, qui est correct pour la santé de la personne. Donc ça, c'est important de le faire. Moi, je pense que ce test-là, qui doit valoir, je dirais, une couple de centaines de dollars, va sécuriser tout le monde, donner leur juste. Puis s'il donne un orange ou un rouge, ben tu sais que là, tu vas t'entendre avec le vendeur en disant: «Moi, la maison, elle m'intéresse, mais j'en ai pour peut-être 4 à 5 000 pour installer le ventilateur, le tube, et cetera. Est-ce qu'on peut s'entendre?» Sur le prix d'une maison aujourd'hui, 4 5 000 c'est pas tant Tout à que ça. fait. Versus refuser d'acheter une maison parce que j'ai un risque ou ne pas faire le test, puis ne pas négocier et se retrouver avec le risque, en fait. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très raisonnable, très rapide, qui se fait. Puis ensuite de ça, ben, vous pouvez faire le test pendant l'hiver qui suit. Là, savoir exactement si vous avez un vrai problème. Oui. Puis Faire là, l'expertise plus poussée là, que tu parles. exactement. Puis là, vous avez négocié votre 3 à 5 000 OK. donc vous avez votre montant pour faire vos travaux, puis vous réglez la situation. Ça, c'est quand même assez rapide. Parle de sous-sol, est-ce que ça peut, monter jusqu'au rez-de-chaussée, exemple, le radon, ou c'est vraiment ça reste au sous-sol? C'est quand même un gaz qui est lourd, plus lourd que OK. l'air. Donc, c'est sûr que là où c'est problématique, c'est, mettons, quand vous avez une chambre au sous-sol. Parce que, bien entendu, ben, vous êtes plus proche du plancher. Le gaz va s'accumuler, vous allez vraiment en respirer toutes les nuits si vous dormez là. Donc, c'est rare que ça monte au rez-de-chaussée. Ça peut quand vous n'avez pas de sous-sol. C'est le rez-de-chaussée qui risque d'être affecté, malheureusement. Ouais, c'est ça, hein, ça monte pas, c'est ça, je me demandais si ça pouvait monter, mais fait que c'est vraiment une question d'une problématique de sous-sol. Si on a des chambres où on est souvent au Tout sous-sol, à fait, bureaux, tout à fait. nos ados là qui sont, au sous-sol, tout ça, tu sais. OK. J'en ai un, j'en ai un. Mais j'ai fait le test. J'essaie de le garder en santé puis vivant, là, malgré l'adolescence. Ouais, c'est ça, c'est une phase, hein, tout est une phase donc Oui, ça va bien passer. Non, non, ça va bien quand même. Mais oui, c'est vraiment le sous-sol ou le rez-de-chaussée s'il y a pas de sous-sol qui vont être atteints dans ces cas-là. Puis c'est un OK. peu la même chose pour, la moisissure. La moisissure, ça peut être n'importe où dans la maison, mais c'est vrai que malheureusement, c'est souvent plus les sous-sols. L'humidité, les fissures dans les fondations, les choses comme ça, là, comme on Qu'est-ce qu'on peut faire disait. justement pour les tu sais les moisissures? Bon, je parle d'une jeune famille là qui a acheté une maison. Qu'est-ce qu'on peut regarder? C'est quoi qui être sensible, tu sais, au-delà de dire, bon, oui, un sous-sol, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut regarder là Oui, pour s'assurer d'éloigner l'eau là, de la moisissure de la maison, en tout cas? déjà, on fait vraiment attention à son humidité. Même dans une salle de bain, il y a de douches trop longues, pas de ventilation, des choses comme ça. Souvent dans les appartements, c'est assez catastrophique. Donc, s'assurer d'avoir une bonne ventilation de la maison, donc que ça soit, démarrer la fan quand on cuisine, que ça soit un ventilateur dans les salles de bain, ça à n'importe quel étage. D'accord? Ça va être important. Au niveau du sous-sol, plus spécifiquement, ben, c'est sûr que quand on achète, on vérifie bien que l'inspecteur regarde les fissures dans la fondation. On vérifie les taux d'humidité au sous-sol. Parce que c'est sûr qu'on est au Québec, hein, l'humidité, on le sait, l'hiver Mmh. et l'été, c'est pas la même chose. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc, si on a une salle de bain au sous-sol, on s'assure d'avoir une ventilation qui fonctionne.
de nettoyer bien le conduit de la ventilation aussi, parce qu'on peut avoir la moisissure dans le conduit. Ça, c'est pas Mmh. super non plus. On s'assure aussi, comme je disais, de la partie fondation. Est-ce que j'ai des fissures? Est-ce que, je referme bien le couvercle de ma sonde-pompe? Puis on essaie d'installer un hygromètre. Il y en a des vraiment fonctionnels, pas trop chers, qui s'achètent en n'importe quelle quincaillerie là, les Rona et Home Depot de ce monde et vous en placez, dans le sous-sol. Si vous avez un grand sous-sol, n'hésitez pas à en avoir 2 et vous essayez de maintenir un taux d'humidité relativement bas. Des humidificateurs. Si vous avez un air central, vous changez le filtre souvent, vous n'hésitez pas à démarrer la clim ou au moins le mode ventilation pour essayer d'assécher l'air. C'est vraiment important de faire ça. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres affaires. Le fait d'avoir un test de pyrite, le fait de s'assurer donc d'avoir une dalle quand même assez saine. Comme j'ai étanchéité des fenêtres, c'est sûr que si vous inspectez puis que les fenêtres ont pas de margelle, ont pas, du tout le joint à Le fenêtre, calfeutrage. calfeutrant et cetera. Tout ça, de faire attention que notre sous-sol est quand même bien étanchéifié, c'est vraiment important. Puis c'est quand la moisissure devient, plus problématique? Tu sais, j'ai souvent là l'image en tête où on est en visite, puis on voit là, un bas de mur là qui commence, on va avoir les picots noirs, tout ça, puis là les gens disent: «Ah ben là, il y a juste un produit, je vais juste laver» ou il y a des peintures. C'est quand que la problématique dit: «OK, là, il faut ouvrir le mur puis aller voir, plus loin, là, investiguer». Théoriquement, vous devriez le faire tout le temps. Il y a pas de petites moisissures qui vont être contrôlées facilement. C'est ça qui est plate. Les petits picots noirs, souvent, c'est de l'aspergillus. Donc, l'aspergillus, on dit toujours une tête d'épingle noire sur un mur, 2000 spores. Donc, 2000 spores, c'est 2000 petits amis potentiels dès que vous soufflez dessus ou que vous mettez de l'eau dessus. Parce que l'eau et la javel, là, c'est le grand classique en moisissure. Oui, Ne jamais faire ça. Donc, il faut comprendre que ce qu'on voit à l'œil nu, c'est très souvent pas la moisissure en tant que telle. La moisissure, c'est des ifs, donc des genres de racines translucides, microscopiques, qui vont se répandre dans le gypse, le bois, et cetera, dans la poussière. Puis quand on commence à avoir des petites taches comme ça, souvent, c'est la moisissure qui est comme: «Ah, là, j'ai le goût d'avoir plus d'expansion». Elle commence à vouloir envahir le monde. Donc là, elle va faire des petites fleurs, en fait, c'est plate, mais c'est un peu ça. Donc ça va créer des spores. Puis le spore, c'est un peu comme le pollen de la moisissure et les spores, dès que vous allez mettre de l'eau, partir dans les airs. Et là, vous allez les répandre partout dans la maison. Un petit peu comme les pissenlits, vous soufflez dessus, là, même affaire. En plus petit, mais même affaire. Donc là, jamais mettre d'eau, jamais mettre de moisissure. Vous avez des produits quand même qui peuvent vous aider. Mettons que vous avez à côté le sac de sport trop humide de hockey. J'ai un hockeyeur à la maison. Ça arrive je que te ça fasse comprends, un j'en ai peu. aussi. Puis ça fait des petites taches des fois, hein, Oui, voilà. Donc ça, vous pouvez acheter, il y a des produits antifongiques, spéciaux antifongiques. Pas d'eau, pas de javel. Vous avez plusieurs marques, dont le Concombrium, là, ce que j'essaie de nommer comme il faut. C'est des, petits produits que vous allez pouvoir asperger, ça peut vous enlever la partie superficielle. Mais si ça revient, ça veut dire que dans votre gypse, il y a des ifs. Ça veut dire que dans votre gypse, il y a un système racinaire qui se répand. Puis, ben ça, là, c'est plate à dire, mais vous êtes mieux de découper le morceau de gypse, d'aller voir derrière qu'est-ce qui se passe. Parce qu'un sac de sport qui colle contre un mur, là, ça va être en surface. Vous allez mettre le produit, ça ne reviendra pas. c'est ça. Si ça revient, c'est que ça revient de qu'est-ce qui se passe derrière. Donc là, il faut aller voir derrière. C'est vraiment important. Puis quand est-ce que ça devient grave? Parce que les gens, des fois, ça va être la question. Mmh. Ben, il y a différents cas. Ça, c'est comme l'alcool pendant la grossesse. Peut-être que moi, je peux prendre un verre, il y aura pas de problème. Quelqu'un d'autre va prendre un verre, il va y avoir un problème. La moisissure, si vous êtes susceptible, si vous avez une fragilité, que vous êtes un jeune enfant asthmatique ou une personne âgée, vous êtes immunodéprimé, il y a plein de raisons pour lesquelles, moi, ça va peut-être bien aller, puis ma collègue de travail, elle va être malade dans le même sous-sol. Ça, c'est ça le problème. C'est si que vous commencez à avoir des irritations, des yeux, difficultés respiratoires, des rhumes un peu chroniques, et cetera, c'est en train de possiblement vous affecter. D'accord? Puis c'est très difficile pour un médecin de mettre le doigt dessus parce que le médecin n'a pas fait l'étude de bactério ou de microbiologie chez vous, donc ne sait pas s'il y a un problème de moisissure. Puis la personne qui est l'expert, qui peut faire toute l'expertise en moisissure n'est pas médecin, ne peut pas vous dire que ça impacte votre santé. Donc Puis ça, des il fois, faut les y gens faire sont pas au courant aussi que ça peut non, avoir un impact sur la santé. On dit: «Bon, un petit peu de moisissure, je vais passer là l'effaceur magique, ça va partir. De toute façon, je suis pas là souvent» ou mais on peut avoir une sensibilité plus grande, tout dépendant d'une oui, personne à l'autre. Donc faut pas, comme tu dis, il faut ben aller voir à l'arrière si ça a affecté le bois, si ça a affecté la structure aussi. et puis c'est ça, en fait, il y a la santé, hein, déjà de 1, puis la santé, ben des moisissures, c'est plein de moisissures.
l'aspergillus dont je parlais, les petites taches noires là, lui, ça il vient de la famille des pénicillines. Fait quelqu'un qui est allergique à la pénicilline dans un bâtiment où il y a énormément de spores d'Aspergillus, lui peut être extrêmement malade, par exemple, mais vraiment OK. dangereusement malade quelque part. Puis ça, souvent, les gens le sous-estiment. À l'inverse, les gens ne voient certaines personnes ne voient que le côté santé, puis ils ne voient pas l'impact sur le bâtiment. La moisissure, ça mange le bois à la base, la poussière, le gypse, ce genre de choses-là. Ça mange pas trop de béton ni de plastique. Ça va bien. Mais dans une maison, on en a du gypse, on en a du bois, on en a de Tout la à fait. poussière malheureusement derrière nos murs, puis ça va finir par affecter la valeur de votre bâtiment. Puis une moisissure, quand elle s'installe, elle reste pas seule. Elle va inviter plein d'amis. Donc souvent, quand on fait un test de moisissure, une expertise, on va se retrouver avec plein de sortes de moisissures, puis il y en a des plus ou moins graves pour la santé, il y en a des plus ou moins graves pour le bâtiment. Donc il y a la fameuse mérule pleureuse que tout le monde connaît, de la famille Oui. des mérules. Elle, malheureusement, c'est un champignon qui mange le bois, mais vraiment très efficacement. C'est un Oui, c'est assez champignon qui est agressif. c'est terrible et on en a dans la nature. Je veux dire, moi, j'ai un bac à compost chez nous en bois et il y a tout un côté du bac, je sais que c'est de la mérule. Je ne sais pas si c'est de la pleureuse parce que je suis pas allée demander à mon équipe d'aller faire un séquençage d'ADN sur mon bac à compost. Je travaille sur moi, mais c'est une mérule. Puis ça, je le sais que cette planche-là, là, elle a 2 ans d'espérance de vie. Parce que dans 2 ans, ben, elle va être toute molle puis toute, voilà. La mérule pleureuse, la problématique, elle a pas besoin de beaucoup d'humidité pour vivre. Elle est hyper efficace pour manger le bois. Donc si vous avez un vide sanitaire et que vous avez de la mérule qui s'installe sur vos poutres portantes, elle va saccager votre structure de bâtiment. Puis un autre problème, elle est pas facile à éliminer. C'est hyper résistant comme champignon. Donc il existe certaines entreprises qui sont capables d'enlever la mérule et qui ont eu des succès, mais historiquement, ce qu'on dit quand il y a de la mérule, c'est: «Faut brûler le bâtiment». Puis malheureusement, dans bien des cas, c'est pas mal vrai. Mais avec le temps, comme je dis, il y a certaines entreprises spécialisées en décontamination en moisissure, c'est bien important de le dire, là. Faut pas que ça soit quelqu'un qui s'improvise. Il y a des entreprises qui sont capables. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du remplacement. Donc, ça a quand même des coûts un peu importants parce qu'ils vont devoir arracher la peau portante affectée, ils vont la remplacer, mais ils ont des méthodes en montant la température, en le chauffant vraiment à haute température, le vide sanitaire, puis en bâchant tout pour éviter que s'il y a d'autres petits spores autour, on les tue. Mais encore là, comme je dis, ça a des coûts. Toutes les entreprises sont pas capables de faire ça. Ça, c'est vraiment, malheureusement, un côté de la moisissure qui est catastrophique. Contrairement, J'imagine mettons aussi c'est à quel stade c'est pris en charge. Tu sais, si ça fait plusieurs années où on n'a pas fait inspecter, bon, l'entretoit, vide sanitaire ou quoi que ce soit, versus, bon, tu sais, si c'est pris au stade, oui, tu sais, c'est qu'il y en a comme tout. pas beaucoup, puis, tu sais, c'est très, primaire, mais à ce moment-là, j'imagine que, bon, c'est ça, comme on dit, on n'a pas brûlé besoin de tout brûler, puis on Non. peut juste réparer, puis les coûts sont plus, heu, Ah, faibles. c'est plus raisonnable, on va dire. Mais c'est pour ça que c'est important parce que toute la génération des gens là, qui finissent par vendre leur maison, ces gens-là, ça fait 20 ans, hein, certains qui sont dans leur maison, des fois plus que ça. Tout à C'est fait. des bâtiments qui ont des fois été super bien entretenus, mais qui c'est qui descend dans son vide sanitaire à chaque année? En tout cas, moi, j'ai pas de vide sanitaire, mais coupable, hein. Si j'en avais un, c'est sûr, j'irais pas tous les ans, d'accord? Donc, c'est sûr Oui, que tout à fait. là, on a toute une partie de bâtiments qui sont en train de se me être en vente, qui passent d'une génération à l'autre, en fait, hein, concrètement. Puis oui, ces bâtiments-là, ça va être des belles surprises parce que peut-être qu'ils ont été très bien entretenus, la partie habitable, mais il va y avoir un travail quand même à faire vraiment important. Puis je pense que pour des nouveaux acheteurs qui sont plus conscients, plus proches de leurs coûts aussi, hein, une maison, ça coûte plus de 100 000, hein, donc Oui, tout à fait. tu ça, tu es déjà là, tu pas la place de te faire dire: «Hey, on a pour 200 000 de structure de bois à changer» ou «Hey, il faut désamianter tout le sous-sol si tu veux faire une chambre d'enfant» ou ben, il y a de la moisissure partout au sous-sol. Versus comme je disais, le radon, encore ça va bien, c'est pas trop cher. Mais après, si on veut faire des rénovations puis qu'on s'était mis un budget puis qu'il y a de l'amiante, le budget va tripler. Toute la partie démolition, là, en conditions d'amiante va coûter beaucoup plus cher. Ça va prendre quelqu'un, encore une fois, qui est spécialisé là-dedans, qui a ses cartes. Ça va demander des tests d'air, ça va demander des protections, ça va demander plus de temps, donc plus d'argent. Mais encore une fois, les jeunes couples d'aujourd'hui, les jeunes familles Tout à qui achètent fait. une maison, ils n'ont pas cette marge financière-là, là. C'est pas prévu parce qu'ils sont déjà dans des situations financières qui sont pas évidentes par rapport à
il y a 20 ans quand on a acheté une maison. C'est pour ça que en tant que courtier immobilier, notre rôle aussi, c'est de toujours, faire la promotion de l'inspection parce que comme tu dis, qui va dans son vide sanitaire, à tous les 6 mois ou à tous les ans? Puis même chose, on fait souvent là, la blague, là, tu sais, l'entre-toi, on y va jamais. Donc, oui, des fois, le vendeur, c'est pas de mauvaise foi, mais on peut avoir des surprises aussi Oui, parce qu'il était pas au courant, bon, qu'il y tout avait à une fait. petite fissure parce que lui, ben, ça fait 20 ans qu'il a acheté la maison. Il est jamais retourné parce qu'il a jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Tu as parlé d'amiante. C'est à quel point ou à quel moment parce que souvent on entend ça: «Ben, l'amiante, si tu y touches pas, c'est pas dangereux». C'est parfait, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? À quel moment ça devient dangereux puis qu'il faut justement faire affaire avec un expert pour l'enlever? Mais en fait, quand on fait des travaux, parce que l'amiante en tant que tel, dans un matériel qui est sain, le mur derrière moi, là, je peux y aller avec mes ongles, là. Il y a pas de problème. Je même s'il en contenait, ce que je sais pas, j'avoue, je l'ai pas testé. Mais même s'il en contenait, je suspecte qu'il peut en contenir vu l'âge du bâtiment. Mais bon, OK. mais c'est pas dangereux ni pour moi ni pour mon équipe de travail. C'est un mur lisse, sain, j'ai pas de trous, j'ai pas d'émission de poussière, tout va très bien avec ça. Mais demain matin, on décide qu'on agrandit la salle de conférence. Ben, c'est sûr qu'il faut le tester. Il va falloir le tester, il va falloir choisir le bon nombre d'échantillons pour que ça soit Mmh. représentatif. Puis il va falloir aussi que s'il y a de l'amiante, ben, je m'assure que c'est pas moi et mes petits amis qui vont aller faire ça une fin de semaine à coup de masse. Non, ça Tout à va fait. prendre un entrepreneur qui a ses cartes, qui va sceller la pièce où on travaille et qui va mettre des filtres en pression négative pour éviter que la poussière revienne dans la partie habitable puis qui va faire un test d'air à la fin, une fois qu'il va avoir démoli, tout nettoyé, pour s'assurer que c'est propre, on enlève les protections, puis là, on peut reconstruire. Donc, dès qu'on touche à l'amiante, donc des travaux, rénovation, construction, etc., ou même démolition complète d'un bâtiment, il faut absolument faire des tests en amont. C'est vraiment très important. Après, il y a aussi le cas où le matériel est endommagé. Ça arrive. Ça arrive peut-être plus dans des plex ou dans des bâtiments commerciaux industriels, mais les anciennes grosses chaudières avec les tuyaux tout enrobés, Mmh. ça arrive que ces tuyaux-là, ça s'effrite. Parce que ce genre de matériel-là, qu'on appelle les pâtes amiantées à l'époque, ça donne une idée déjà de qu'est-ce qu'on mettait dedans, hein? Voilà. Mais tout ça, ça peut s'effriter avec le temps. Donc, c'est sûr que ça peut émettre des fibres d'amiante. On est peut-être mieux là de faire tout de suite désamianter. Quand on achète, qu'on voit une grosse fournaise un peu ancienne avec des tuyaux qu'on n'est pas trop sûr, testez et s'il y a de l'amiante, ben, vous avez 2 choix, hein. Ou vous sécurisez tout ça ou vous le faites enlever. C'est peut-être mieux de le faire enlever, je vous dirais, pour Tout à fait. éviter, dans 6 mois, on Apporter recommence. un bon point aussi, si on veut, exemple, on achète une propriété, mais à démolir, mais il faut faire tester quand même parce que j'imagine après ça, ben, il faut disposer des débris d'une façon différente si elle est, s'il y a de l'amiante versus s'il y en a pas, ça va pas au même endroit. Ben, c'est sûr que moi, j'ai la chance, dans ma vie, de voir plein de types de tests. Donc, c'est sûr que j'ai une équipe qui fait plus de l'amiante, puis moi, je suis plus sur l'équipe qui fait de l'environnement ou de la construction ou de la reconstruction. Donc, je vois souvent le cas de gens qui achètent une vieille maison où il y a un réservoir à huile, donc on va faire le test, mais là, ils veulent le démolir parce que c'est pas la vieille maison qu'ils veulent garder, là, c'est la mode aussi, Splex tout neuf, là. Je les Exactement, ils veulent le comprends. terrain. Oui, oui, puis surtout, je comprends ces gens-là, hein, c'est souvent des secteurs où on veut densifier, c'est encouragé par les municipalités. C'est une excellente idée sur le fond. Mais là, on va pour démolir le bâtiment. Puis souvent, les gens ils font: «Ben, ouais, mais je m'en fous, le gars est dans la pelle». Oui, c'est vrai, le gars est dans la pelle. Oui, Mais malheureusement, ces déchets-là, ils sont envoyés à un centre de disposition qui n'est pas prévu pour recevoir de l'amiante. Les gens qui travaillent là ne sont pas protégés pour être en contact avec l'amiante. Puis ça, c'est vraiment malheureusement un problème que je vis régulièrement. Je fais énormément de sensibilisation avec des entrepreneurs, des développeurs, des gens qui vont démolir des bâtiments. Puis la CNSST n'a pas assez d'inspecteurs pour inspecter tous les chantiers. Donc, on se retrouve vraiment avec 2 types de situations, celle où on a beau conscientiser, ça passe en dessous de la table et on a la situation où on a un appel d'urgence, le bâtiment est à moitié démoli, tout est mélangé. Là, j'ai plus mes murs et mes plafonds, là. Donc là, les 9 échantillons, moi, mes techs, ils font de l'archéologie, quoi. C'est déjà, des fois, c'est pas sécuritaire, hein. Nous, on a un cas récent où on a été obligé de dire à une municipalité: «Ben, on peut pas venir vous aider». Le bâtiment s'est effondré. OK. Fait que c'était pas de mauvaise foi là quand même ou par négligence, c'était effondré. S'était effondré. On avait déjà fait les autres bâtiments, mais ceux-là étaient pas sécuritaires quand nous, on a travaillé avec cette municipalité-là. Là, les bâtiments, c'est 2 2 des
les 2 bâtiments qu'on n'avait pas pu faire la première fois, on attendait le go de l'ingénieur, qu'on n'a pas eu, bien sûr. Les bâtiments se sont effondrés, donc un à moitié, un vraiment, écrapou. Puis, ben, par mesure de sécurité, ils ont mis des barrières autour, mais ils ont rassemblé tous les débris bien écrasés dans la fondation. Et là, ils se sont fait dire, ben, on peut plus sortir ces débris-là sans tester l'amiante. Sinon, il faut les considérer comme 100% contenant de l'amiante. Puis bon, c'est des coûts monstrueux pour une municipalité. On sait tous que nos municipalités roulent pas tout à sur fait. l'or en ce moment. Donc, ils nous ont demandé, est-ce que vous pouvez caractériser? Mais je peux pas. J'arrive, là, j'ai une belle piscine en béton, là, qui est la fondation. Puis à l'intérieur, ben, j'ai des bouts de bois de même, des clous, Tous des des débris mélangés ensemble, là. La soupe de débris, là. jeter un technicien là-dedans, ça a l'air que la CNSST n'est pas d'accord, donc on peut pas faire ça. Malheureusement, on peut pas les aider. C'est ça que les gens, des fois, comprennent pas, c'est que quand c'est rendu trop tard, le vrai coût, ben, c'est que tout doit être considéré comme contenant de l'amiante, puis Les coûts explosent. c'est plus du tout les mêmes coûts. Caractériser une petite maison comme ça au complet avant démolition, on est entre 3 et 6 000 environ. Mais là, prendre cette maison-là puis l'envoyer 100% déchets amiante, on n'est pas dans la même game. C'est des coûts très importants. Puis quand on développe des projets comme ça, encore une fois, on a fait un budget, on a fait un échéancier, puis tout change. Change. La CNSST qui arrête votre chantier, là, vous êtes plus maître du calendrier. Tout à fait, ça explose, les coûts. En terminant sur ce sujet, Nada, j'aimerais que tu dises peut-être, si tu avais un mythe ou une croyance à défaire, là, Ah, justement au sujet, bon, de la moisissure, du radon, ou peut-être un par catégorie comme tu veux, mais quelque chose, là, que tu vois souvent dans ta pratique puis, qui est complètement faux. mon Dieu, j'en ai plein. Moi, j'ai eu oui, ben, parce que j'ai demandé on le fait souvent avec mon équipe, on se parle au café. Oui, Hey, OK. des fois les vendredis, c'est ça, les vendredis, c'est, quel a été le Causerie. client le plus rigolo de la semaine, là? Je pense qu'on a un top 3 des fois, là. «Ah, ma maison a été construite en 2005, il y a pas d'amiante». Ben non, c'est faux, on le sait, il peut y en avoir malheureusement. 2005, des fois, les gens pensent que c'est vraiment très récent puis ça va, mais on a la gamme 80-90, là, celle-là, c'est la zone grise. J'ai aussi eu droit à, «Ben non, moi, il y a pas de radon dans mon secteur». Bon, très récemment, parce que c'est quelqu'un qui nous a appelés, qui a fait faire une expertise moisissure, pas par nous, par une autre équipe, puis qui nous dit: «Ils ont rien trouvé, c'est sûrement parce qu'ils sont pas bons, on m'avait dit de faire affaire avec vous, j'ai pris moins cher, mais ils trouvent pas de moisissure». OK. OK, bon, envoyez-moi votre rapport avant de commencer à dire qu'ils ont mal fait leur travail. Bon, je comprends que c'est un rapport qui est pas complet. En fait, le monsieur a payé juste pour un test d'air, pas une inspection visuelle ni surface et tout, donc ça se peut qu'il soit passé à côté d'un problème. Mais en discutant avec lui, je me rends compte qu'en fait, il a pas testé le radon non plus, puis que sa maladie, c'est parce qu'il en est un cancer des poumons. Puis la moisissure, ça a bien des défauts, mais ça fait pas ça dans la vie, hein. Donc là, j'étais comme: «OK, mais c'est pas la moisissure votre problème». Ben, il m'a raccroché au nez parce qu'il était fâché, parce qu'il y a pas de radon dans son secteur. C'est les gens qui comprennent peut-être qu'ils associent le radon un peu à la pyrite que c'est des fois, eux, ont par Ouais. secteur ou les zones inondables, que, tu sais, c'est par secteur, puis ils disent qu'il va y avoir tu sais, c'est naturel comme l'eau, donc il doit y avoir des cartes cartographiées ou quelque chose, mais c'est pas du tout le cas, là. C'est pas ça. Puis, c'est pas les mêmes symptômes que la moisissure. Malheureusement, le radon, quand vous avez des symptômes, c'est trop tard un peu. Je veux vous le dire, là, c'est vous êtes rendu avec un cancer des poumons. C'est votre symptôme. Donc, il vaut mieux avant. On a aussi, ah oui, moi, je vois rien au sous-sol, je sens rien, donc c'est pas vrai qu'il y a de la moisissure. Souvent, on associe la moisissure avec une odeur ou des taches D'humidité. noires. Ouais, Tout à fait. mais c'est vrai que c'est tout à fait vrai, là. Si vous avez des odeurs de terre un peu comme ça, là, de sous-sol renfermé, que c'est humide, puis qu'en plus de ça, vous avez des taches en bas de votre sol, là, c'est bingo, là. M'appelez pas pour faire une expertise. Vous avez un problème, OK? Appelez un entrepreneur, là. Lui, il va peut-être vous demander une expertise pour identifier le type de moisissure pour mieux vous aider dans votre chantier, puis savoir c'est quoi les protections à mettre, mais Mmh. vous avez un problème. C'est pour ça la question, là, on le sait. C'est vrai que dans plein de cas, il peut y avoir une pratique de moisissure, puis vous ne verrez rien. Ça, les gens le sous-estiment. La moisissure, elle sent pas toujours. L'humidité, oui, ça joue, mais vous pouvez être dans une humidité relativement raisonnable, dépendamment de votre OK. sensibilité, et quand même avoir un problème. Et ça, souvent, voilà, comme je dis, il peut y avoir vraiment une mauvaise conception. Vous pourrez rien avoir comme odeur, comme couleur dans le sous-sol et quand même avoir un problème de moisissure. Donc de faire attention à ça, de ne pas être sûr à 100. Ça, je te le confirme que je l'entends aussi, exemple, quand on va faire, une estimation, d'un vendeur, puis on descend le sol.
regardez là, ça sent pas humide, là, il y a pas de champignons, de moisissures, là, c'est sec, c'est pas un sous-sol humide, là, il est plus, dit, sécuritaire ou, immunisé, Puis à à ça, ça on entend l'inverse, couramment. nous, on a une cave à vin. Donc elle est en dessous des marches d'escalier avec une ventilation passive qui passe à travers les murs de fondation de 1948, donc des bons murs de fondation. Donc dans cette cave, il y a une odeur parce que l'air passe à travers un vieux mur de fondation qui est humide, mais qui nous permet de tempérer la cave. Ça a été fait exprès et il y a pas de problème. Parce que moi, étant donné où je travaille, ben, ça m'a inquiété cette humidité et à mes vendeurs de l'époque. Ils l'ont bien vécu, hein, ils m'ont trouvé peut-être psychotique, mais au moins ils ont eu la décence de pas me le dire. Ils ont été adorables. Donc, mais oui, je comprends que moi, dans mon travail, de rentrer dans une pièce comme ça, où il fait frais, humide, puis en plus, il y a une odeur de vieux mur. Moi, c'était une catastrophe dans mon cerveau et en fait, il y a aucun problème. Donc bon, à l'inverse, des fois, ça arrive, mais c'est sûr que c'est pas un bon indicateur. Je vous le dis, si vous avez de l'humidité puis des odeurs, c'est pas un bon indice, là. C'est Pour ça, très c'est rare. 1 + 1, là, c'est C'est sûr très, que très rare qu'il y ait pas de problème, d'accord? À ma décharge. Puis le grand classique que nous, on voit oui, toutes vas-y. les semaines, ça fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans que je vis là. Moi, je vais bien, donc il y a aucun problème dans la maison. Aucun étant l'amiante, comme si l'amiante, ça allait lui sauter sur les gens en sortant des murs ou, un problème de radon, mais leur chambre est au deuxième étage, puis, ça fait déjà 10 ans qu'ils descendent plus au sous-sol parce que, bon, c'est un sous-sol, c'est un escalier, puis il y a rien là, puis, les enfants sont grands, ils sont partis, voilà. Donc ça, on se le fait dire toutes les semaines. Ça fait super longtemps qu'on vit là, jamais eu de problème, il y a pas de problème. Sinon je le saurais. Ah, c'est un excellent point parce qu'exemple, bon, je travaille beaucoup avec, de jeunes familles, de premiers acheteurs qui achètent des maisons, ben, des fois avec un budget un peu plus limité parce qu'ils vont faire les rénovations. Donc ils achètent une maison que les gens, c'est peut-être les premiers Eh propriétaires, là, oui, sont rendus bon, ils ont plus d'enfants, donc ils restent c'est comme tu dis, ça fait 10 ans qu'ils sont pas descendus, ça au nous arrive. sous-sol. Ils descendent au sous-sol juste pour mettre, bon, leur épicerie du du Costco, qu'est-ce qu'il y a Sortir trop, le sapin de Noël, ouais, ça aussi on l'a. justement. Puis là, ben, la jeune famille qui achète, ou c'est une famille reconstituée, ben là, l'adolescent, lui, va avoir sa chambre au sous-sol, ou on va faire, bon, deux salles une autre salle de bain au sous-sol, puis une chambre. Quand les besoins changent, ben, il faut rester, plus, soucieux de ça, là, donc c'est un bon point que tu apportes. Et en fait, il faut être très vigilant de comprendre que chaque problématique a sa solution, mais c'est pas une problématique de la même ampleur pour tout le monde. Comme tu disais, une nouvelle famille va vouloir une salle de jeu sous-sol. Un gamin qui passe 4-5 heures là, il a peut-être la tête dans le radon versus le monsieur qui ça fait 30 ans que sa chambre, elle est au deuxième à haute à gauche du couloir, Tout à puis que fait. lui, il a jamais été en contact. Mais un enfant, comme je dis toujours, oui, l'amiante, mettons, ça prend 20, 30, 40 ans à développer un cancer ou à développer une amiantose. Quand vous en avez 70, si vous êtes exposé, vous avez des chances de mourir de bien d'autres choses avant que ce soit l'amiante qui vous rattrape. Et si vous avez un enfant, vous faites des rénovations, il est exposé, ben lui, dans 20, 30, 40 ans, il va être encore très là. Donc, c'est pas ça qu'on souhaite. Puis pour la moisissure, c'est la même chose. Un enfant est peut-être plus susceptible si en plus il passe du temps à jouer au sous-sol, ben c'est sûr que s'il commence à faire des rhumes chroniques, puis on l'a tous vécu, ceux qui ont eu des enfants qui sont rentrés à la garderie, on dirait que pendant 2 ans, ils sont malades. Hein? Oui, Puis en tant que parent, on est malade derrière. Donc, c'est sûr que ouais, mais il y a tout le temps le rhume. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème de moisissure. Il y a tout le temps le rhume. OK, c'est super, ou tout le temps le rhume. Et ça nous arrive tellement souvent à tous. Je veux dire, quand c'est pas nous, c'est les amis autour, nos collègues de travail. On se pose pas plus de questions que ça. Or, on c'est quand même devrait quelque chose qui pourrait être vérifié. on Sincèrement, pourrait oui, c'est une creuser expertise. davantage. Voilà, ça peut coûter 1000 pièces hein, faire une vraie expertise en moisissure. Il faut être conscient qu'il y a des coûts, mais ça peut quand même être vérifié si on a un doute. Ça pourrait être important de le faire parce que, voilà, comme tu disais, hein, la pandémie, on passe plus de temps chez nous. Tout à On a fait. réalisé que notre maison, c'était un milieu de vie aussi et pas juste je m'en viens dormir et c'est un dortoir. Là. Donc, Oui. Exactement. Puis pour terminer sur, le sujet, c'est un bon point que tu apportes parce que bon, aussi des fois les gens, bon, l'accès à la propriété peut être un peu plus difficile, puis ils font des appartements d'appoint au sous-sol ou, donc là, il y a quelqu'un qui va y c'est vivre familial. à temps plein, que ça va être son chez soi. Donc des fois de faire des vérifications, tu sais, avant qu'on mette, nos parents, bon, pour, un appartement, tout ça, ça peut être super bien d'être vigilant puis de penser à faire, ce type de test effectivement. Tout à fait. Super.
Merci pour, nous avoir, tout expliqué ça là, sur le radon, moisissure et l'amiante. Puis bon, comme je l'expliquais, en introduction, on a notre deuxième sujet qui est au niveau des tests de sol. Donc quand on parle de tests de sol, fiche, allons quelle vérification qui existe quand on dit test de sol? Bon, ça a l'air, vague. On prend une pelletée de terre puis on l'analyse. En fait, là, plus en détail, ça consiste en quoi? En fait, test de sol, c'est vraiment une grosse famille pour nous. Ça inclut plusieurs types de tests. Il y a des gens qui nous appellent pour un test de sol, ils veulent dire un test de pyrite. Or, on teste pas le sol dans la pyrite. Après, on a toutes les 2 vraies grandes familles de tests de sol. On a la partie géotechnique. Donc, la partie géotechnique, c'est les capacités portantes, stabilité de talus. Ces études-là, elles ont pour but de vérifier si le sol a la force nécessaire de supporter votre projet. Donc, que ce soit un projet actuel d'une maison existante, un agrandissement ou un nouveau bâtiment complètement. Ça peut être pour du résidentiel, duplex ou du industriel commercial. Donc, ça, c'est vraiment savoir si je pose quelque chose sur mon sol et je veux que ça tienne. Je veux pas que ça c'est ça le but. Stabilité de talus, c'est la même famille. C'est quand vous êtes en bord de rivière, ben, le talus OK, peut s'en aller dans la rivière. Donc, malheureusement, c'est un peu le même objectif. Donc, toute cette famille-là, ce qu'on appelle la géotechnique, c'est vraiment est-ce que mon sol est assez fort? Puis, à partie environnement, c'est celle en résidentiel qu'on voit quand même le plus fréquemment. Puis, même en commercial industriel, c'est un test qu'on fait beaucoup. Ça, c'est savoir s'il y a des contaminants dans le sol. Donc, ça, OK. c'est vraiment ça. Ce test-là, c'est juste pour ça. Votre sol pourrait, ne pas être capable de tenir votre maison, mais être très propre. C'est ça que ça veut dire. Mais quand que tu dis, capacité portante, en fait, est-ce que des fois aussi ça peut juste, venir dire, ben, au lieu d'utiliser telle, technologie pour soutenir notre propriété, on va utiliser d'autres choses? Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va mettre fin, à notre projet. Dans la majorité des cas, ça va venir vous conseiller la largeur de vos semelles. Parce qu'en fait, c'est un peu comme des raquettes dans la neige, hein. C'est ça. Si moi, j'y vais avec mes pieds, je vais m'enfoncer. Si je mets des raquettes, je vais être en surface. C'est exactement la même chose. Ça va vous conseiller aussi de pieuter. La géotechnique, des fois, c'est simplement pour vérifier parce qu'on construit sur du roc. Il y a beaucoup de chalets, hein, quand on parlait de la pandémie tout à l'heure. Les gens ont voulu un peu plus se disperser sur le territoire. On a développé des nouveaux terrains, certains à flanc de montagne. Mais des fois, c'est juste pour savoir si le roc, on peut le dynamiter puis qu'il ne va pas partir en miettes. Donc, ça sert vraiment à plein de choses. Moi, dans ma carrière, je n'ai jamais eu un dossier où la conclusion, ça a été on construit pas. Ce qui est quand Que même la conclusion, encourageant. c'était il peut pas. Parce que ce que je comprends, dans le fond, c'est bon, il y a la capacité portante, puis il y a la contamination, mais ça doit être beaucoup plus ben, tu pourras me tromper, mais la capacité, si, il est contaminé, là, ça doit être plus complexe parce que ça peut s'élargir ou Ben, en fait, c'est vraiment 2 choses complètement différentes. La OK, capacité portante, souvent, on la fait dans la majorité des cas pour des bâtiments neufs. Pour nous, là, c'est vraiment la majorité de nos clients dans ces dossiers, c'est des bâtiments neufs. Donc, c'est sûr que si le terrain était contaminé, c'est facile, j'ai pas de bâtiment. Donc, déjà, de un, je suis pas obligée de l'acheter. Puis de 2, si je creuse de toute manière pour construire ma maison, donc je pars avec les contaminants. Donc, mais par contre, quand je travaille du côté environnement, contamination, souvent, la majorité de mes dossiers, j'ai un bâtiment qui est déjà là, ou commercial, industriel ou résidentiel, il est déjà là. Puis là, si je trouve une contamination, là, c'est plus compliqué parce que, bien entendu, si elle est en dessous du bâtiment, la contamination, mais là, on piote. Puis on piote pas parce que le sol est pas bon, on piote parce qu'on doit passer en dessous des fois. Il faut démolir le sous-sol dans bien des cas. Donc, on arrache la dalle, mais on arrache la salle de bain, la salle de jeu, tout ce qu'il va falloir reconstruire après. Si vous n'aviez pas des rénovations majeures prévues dans votre budget, ça commence à être problématique au niveau des coûts. Les contaminations du sol, aujourd'hui, de nous, dans notre travail, je dirais que ça, c'est le gros problème qu'il faut pas sous-estimer. Les gens vont acheter une maison, elle a été chauffée à l'huile, mais non, le réservoir, il était hors sol, il est là, je le vois encore, on va le faire enlever, tout va bien. Les gens pointent le mauvais coupable. Dans la majorité des cas de contamination qu'on trouve, c'est pas le réservoir. C'est toutes les petites lignes d'alimentation, donc les tuyaux qui partent du réservoir qui s'en vont à la fournaise. OK. Le réservoir que vous voyez là, c'est peut-être pas celui qui était là initialement non plus. Il y a eu une grande mode de mettre les réservoirs dehors enterrés, de les laisser là pourrir, puis d'en réinstaller un dedans plus tard. Souvent, on en voit ben, souvent, ça l'arrive quand même là de d'en voir un tout neuf, tout beau à l'intérieur. Pour une Puis maison de les 1940, ouais, ben, c'est ça, ben, ça rassure un peu parce qu'on dit: tu sais, il y a pas de fuite, mais effectivement, c'est pas nécessairement le réservoir, ça va être les conduits. oui, la zone de remplissage, la conduite qui part du réservoir à la fournaise. Puis posez-vous une question, si la maison elle a 1950, le réservoir qui est neuf, qui est là, puis qui a l'air d'avoir moins de 30 ans,
Ben, la maison était chauffée comment avant? C'est pas lui, c'était pas lui. Donc il y en avait un autre avant. Donc lui, l'autre, il était où? Puis là, le problème qu'on a dans la majorité des cas résidentiels, c'est qu'on n'a pas de traçabilité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il était quand on a construit, personne ne s'en rappelle. Ouais, mon père, non, non, il était là, il était là. J'ai fréquemment des dossiers où on a découvert un autre réservoir, où on s'est rendu compte, on a trouvé la contamination pensant que c'était celui qu'on voyait ou sa ligne d'alimentation qui avait contaminé, mais finalement, quand on voit l'étendue de la contamination, on se rend compte qu'il avait un ami dehors à un moment donné, qui a été retiré dans les années 80-90. C'était contaminé. À l'époque, on faisait pas de test, on remblayait ça, tout va bien dans la vie. Puis ça, on le voit fréquemment. Les gens sous-estiment vraiment beaucoup. Moi, je me fais souvent dire: «Ouais, mais c'est un bungalow, je suis pas une station-service». Oui, c'est vrai, mais si vous aviez une station-service, il y a des chances que vous seriez Shell ou quelque chose comme ça et les moyens de décontaminer sont bien avec. Dans votre bungalow que vous payez déjà, comme on disait, 500, 600, 700 000, hein, ça arrive, 200 000 de décontamination de sol, c'est pas dans votre budget. Et là où ça pose problème, vraiment un problème, c'est que vous ayez de la moisissure ou pas dans votre maison, la banque, entre guillemets, a des chances de vous refinancer. Mmh. Mais l'environnement, les banques aujourd'hui ne financent plus. Elles aiment pas ça Les du banques tout, du ne tout. refinancent. Dans les déclarations du vendeur, bon, il y a une question justement s'il y avait un réservoir intérieur, extérieur. On pose la question contamination du sol, tout ça. Oui. Donc même si ça a été retiré, des fois, ils vont investiguer. Le courtier immobilier de l'acheteur va reposer la question, va recreuser les questions avec le courtier du vendeur pour dire: «Mais là, c'était où? Dans quel contexte ça s'est fait?» Donc oui, Tout à ça, je fait. l'ai vu ça sur des transactions, effectivement. J'ai beaucoup de courtiers qui sous-estiment ça. On a encore beaucoup de courtiers qui, ou peut-être parce qu'ils l'ont pas encore vécu, hein, le cauchemar de passer à travers, ou parce que ça ne convient pas dans leur délai. Parce qu'il y a un point qui est essentiel. Dans tous les tests dont on parle, il y a un délai qui vient avec. Puis les gens, eux, ont tendance à dire, ben, 10 jours ou 14 jours pour une transaction. Mais c'est normal. On a de la demande, on veut que ça aille vite, on veut que les gens enlèvent leurs conditions le plus vite possible. Donc, on veut pas que ça niaise pendant 6 mois. Mais quand on a eu un système de chauffage à l'huile et qu'on met en vente une maison, il faudrait qu'il y ait déjà cette discussion-là de si vos acheteurs vous demandent un test. Et malheureusement, ils vont vous le demander possiblement parce que la banque va l'exiger, parce que vous allez le mettre dans votre déclaration du vendeur. Il faut compter 4 à 5 semaines. Quand même. Et voilà. C'est pas un test de périte où je suis capable de vous trouver de la place en 72 heures ouvrables ou de la vermiculine dans un grenier. On n'est plus du tout là. On doit faire des forages à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Du moment qu'on fait un forage à l'extérieur du bâtiment, info-excavation. Info-excavation, 5 jours ouvrables quand ça va bien pour avoir l'autorisation d'y aller. L'été, ça va pas toujours bien. D'accord? Les vacances, beaucoup de Ouais. demandes. Mais Donc, puis l'hiver aussi, j'imagine, non, l'hiver, ils ont moins de demandes, ça va bien. Oui, Bizarrement, ça va tout le temps bien en janvier, hein, quand il fait OK, -35 puis ça attend personne de faire des forages j'avoue. dehors. Ça, là, ça va bien. Donc, non, on fait des blagues, mais on travaille 12 mois sur 12. On peut forer toute l'année. OK. C'est Ah, vraiment c'est bien à important de le savoir. savoir. On ferme pas pour les vacances de la construction. Nous, on opère constamment. On ferme à Noël. C'est les seules périodes pendant ces 10-15 jours-là où on va pas faire de forage. Le reste de l'année, je peux faire des forages partout, il y a aucun problème. Fait que c'est pas une question de température qu'on peut pas, Non. Par contre, le délai va quand même rester le même. 5 jours ouvrables minimum pour info-excavation. Donc, aujourd'hui, je reçois un contrat signé. Donc, client, un client, tu t'es rendu compte qu'il y a un système de chauffage à l'huile, l'acheteur exige le dossier, on go. Je reçois le document signé aujourd'hui, je fais mes demandes d'info-excavation en urgence cet après-midi. Je regarde mon calendrier, on est dans la période un peu achalandée. Déjà, Info-Excavation ne me donnera pas mes réponses avant jeudi de la semaine prochaine si je suis chanceuse. Donc, on va mettre les forages la semaine d'après. Donc, on va être rendu dans la semaine du 29 juin. Donc, en gros, ben, on est le 16, fais le compte. ouais. On vient de perdre 2 semaines. On n'a rien fait, toi et moi, là. On a fait rien du tout. J'ai demandé mes autorisations, je les attends, je te mets dans le calendrier et voilà. Là, on va y aller la semaine du 29, donc dans 2 semaines. Là, on va faire les forages. 3 jours ouvrables au laboratoire. Ça, c'est le délai classique qu'on va demander pour du transactionnel parce que du 24 heures, c'est l'enfer tellement c'est cher. 48 heures, on a fait quasiment plus au laboratoire. Donc, on demande du 3 jours au laboratoire. Et les échantillons doivent revenir, être Mmh. vérifiés, sélectionnés, envoyés au laboratoire. Donc, on est à 4 jours. Et ensuite, la dernière journée au laboratoire,
bien souvent, ils nous les envoient en dehors des heures ouvrables, donc le soir même, on OK. est à 5 jours. Donc souvent, moi, je dis aux gens, du moment que j'ai fait mes forages, 5 jours ouvrables après, encore une semaine, vous allez avoir vos résultats. On est à 3 semaines. Puis là, je vais pouvoir dire aux clients par écrit, voici votre tableau récapitulatif, oui ou non, c'est contaminé. Mais j'ai pas commencé à écrire le rapport. J'ai pas fait le plan. J'ai pas rien écrit. Donc là, on commence le rapport. Puis si on est chanceux, puis qu'on travaille fort, puis qu'on s'arrête pas, ce qu'on fait quasiment tout le temps chez Meditest, dans une semaine, on va avoir notre rapport. Donc ça veut dire que on est à 4 semaines. Tout a bien été. Il n'y a pas eu de tempête de neige. J'ai pas eu d'accident. J'ai pas eu une bris de machinerie. Le vendeur m'a donné accès la bonne journée. Il est pas parti en vacances. Il m'a pas coincé l'accès à sa Ça, maintenant. c'est le scénario parfait, là. Tout a bien été. Info Excavation a accouché de son autorisation, de son plan à bonne date et je suis à 4 semaines. Puis il s'est rien passé de ce qui peut se passer dans la vraie vie. Donc, c'est pour ça que ça, aussi bien que les capacités portantes. Les capacités portantes, c'est des études qui prennent 6 à 12 semaines. Donc, toutes ces études-là, quand on parle de tests de sol, qu'on enlève la période, qu'il n'y en ait pas vraiment un, toutes les tests de sol, il faut parler en semaines. Il n'y a rien en bas de 4 semaines, puis ça peut aller jusqu'à 12 semaines selon le type d'expertise. Et ça, il faut le considérer. Puis les coûts. Genre, moi, j'ai encore des appels de mon courtier m'a dit que c'était 500 un test de sol. En quelle année? Là, je vais trahir mon âge, mais moi, c'était même pas 500 quand j'ai commencé, là, puis j'ai commencé il y a longtemps. Et c'était pas 500. Donc, faire une caractérisation environnementale des sols pour un système de chauffage à l'huile, on parle de 3 à 4 forages. Dans le milieu, on parle de 2 000 environ de forage. Nous, on est un petit peu moins cher, on a notre propre machine, on est efficace, et cetera. Entre 4 500 et 6 000 une caractérisation de sol pour un système de chauffage à l'huile dans un mégalot. Puis si on fait une capacité portante, que c'est complètement une autre chose, c'est fait par des ingénieurs, la machinerie est plus grosse, et cetera. Là, ça peut monter pour savoir si je peux construire mon mégalot sur un Oui. terrain. On est dans les 10 12 000 parfois plus si vous êtes en milieu éloigné. C'est des ordres de grandeur qui n'ont rien à voir avec mon 500 pièces de test de radon, 500 pièces de test de vermiculite. On n'est plus dans ces c'est autre chose, d'autres coûts et donc c'est pas la même préparation, je pense, au niveau de tes clients, là. Puis qu'est-ce que tu dis à des clients? Parce que, exemple, là, je me fais, l'avocat du diable, il est plus là le réservoir. Oui, il peut avoir un peu de sol peut-être autour de ma maison contaminé, mais moi, qu'est-ce que ça je veux dire, j'ai l'eau de Ça la fait rien. ville, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que ça change? Je veux dire, il est enlevé, fait que ça va pas empirer l'environnement. Qu'est-ce que ça fait? Ces tests-là, malheureusement, ne sont pas faits pour la santé de la personne. Contrairement au radon, à l'amiante et tout ça, là, où là, on était vraiment dans essayer de protéger notre milieu de vie, pas du Oui, tout. OK. La majorité des cas, pourquoi on fait ça? C'est pour la banque. Pourquoi? Parce que la banque, elle estime que votre bâtiment vaut 500 000, elle va vous faire une hypothèque de 500 000, elle va inscrire à son livre comptable, moi, je suis propriétaire, banque de je sais pas quoi, de ce bâtiment-là à 500 000. Parce que tant que vous n'avez pas fini de payer, c'est pas vous le propriétaire, c'est eux. Non, Je simplifie beaucoup, là, mais mais c'est pas ça mal résume ça. bien. Ils peuvent saisir votre bâtiment si vous payez pas. Ils vont faire ça assez vite, vous allez voir. Voilà. Eux, ils veulent être sûrs que ça vaut 500 000. Si vous ne payez pas, ils vont se retrouver avec ce bâtiment-là, puis ils sont tout contents, il vaut 500 000. Donc, quand ils font l'hypothèque, ils prennent pas ça pour protéger votre investissement, ils prennent ça pour protéger leur investissement. Donc, pourquoi ils l'exigent? Parce que ça a un coût assez important, une contamination du sol. Faire les forages, on parle de 4 500 6 000 Oui. Si ça vous dit que c'est contaminé, vous, en tant qu'acheteur, vous retirez. Mais votre vendeur, il peut plus refinancer sa maison et il peut pas la vendre comme ça, à moins que quelqu'un paye cash la maison. Puis moi, personnellement, si j'avais les moyens de payer cash un bâtiment, je m'assurerais quand même qu'il n'est pas contaminé pour le Tout payer à à sa fait. vraie valeur, hein. Rendu là, je suis pas Mais plus oui. stupide qu'une banque, hein. Donc, on se retrouve avec le même problème. Ce bâtiment-là ne vaut plus 500 000 il vaut 500 000 moins la décontamination. Donc, à ce moment-là, ben, on va décontaminer. Puis ça peut être 30 000, 35 000, une très petite contamination à l'extérieur, pas de problème. Mais ça peut passer en dessous de vos fondations. Ça peut avoir tout coulé le long du drain français. Vous avez retiré le réservoir il y a 30, 40 ans, ça a coulé. Le drain français a fait son travail. Il a drainé partout autour de votre Partout. maison. Oui. Puis les hydrocarbures, ce qu'il y a de bien, c'est que ça a été, créé par, Mère Nature il y a très, très, très longtemps. Puis ça si on est capable aujourd'hui de les exploiter, les transformer, puis en mettre dans notre véhicule ou dans notre réservoir, village c'est parce que c'est très persistant. Donc ça a un bon côté.
on pourrait pas utiliser, tous nos dérivés du pétrole aujourd'hui si c'était quelque chose qui Tout se à fait. désagrégeait dans la nature comme ça, juste avec le temps, hein. C'est 2 millions d'années, le pétrole, quand ça arrive chez nous. Ben c'est la même chose dans votre drain français. C'est que ça ne se désagrège pas. Ça va rester là longtemps. Donc avec l'eau, ça peut en plus bien s'étaler, bien se répartir, mais la réalité, c'est que ça va rester là très longtemps si on ne fait rien. Donc c'est sûr que il y a 2 méthodes qu'on utilise. Il y a la méthode je creuse, je sors, ce qu'on appelle du ex situ à l'extérieur du site. Les sols OK. vont être transportés ailleurs et sortis. Puis il y a le in situ. Donc sur le site, je peux traiter. Le in situ, c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans des cas très particuliers. Ça permet de continuer à opérer le bâtiment. Donc, mettons, vous avez un bâtiment commercial que vous ne voulez pas OK. vendre, que vous n'avez pas besoin de refinancer forcément tout de suite. Vous avez des liquidités quand même pour payer l'étude, mais vous allez faire plein de forages. Le professionnel va déjà évaluer si votre contamination est traitable par ce type de traitement-là. Ce n'est pas le cas de toutes les contaminations. Il faut aussi que votre sol ait certaines particularités bien précises. Donc, ça ne peut pas s'appliquer à toutes les maisons parce que toutes les sols ne peuvent pas permettre ce genre de traitement-là. OK. Puis ensuite de ça, ben, c'est sûr que l'avantage, c'est que vous percez, vous injectez, puis vous continuez à opérer, là. C'est-à-dire si c'est un gros hangar où vous rentrez vos camions, vous pouvez continuer à y Fait que aller. ça peut être une bonne solution. Ça peut être une bonne solution dans certains cas bien précis. Des fois, malheureusement, ça s'applique pas parce que vous n'êtes pas une bonne solution, c'est parce que votre contamination, sa signature chimique ou votre sol, ben, malheureusement, ne permettent pas ce genre de choses-là. Ça arrive quand même OK. malheureusement assez fréquemment. Le in situ, je pense que c'est une voie d'avenir très importante. Je pense que pour éviter de mettre des camions sur la route et de faire plein de gaz à effet de serre alors que soi-disant on essaie de décontaminer Tout à l'environnement, fait. je pense que c'est une possibilité plus pertinente, puis plus intelligente. Malheureusement, aujourd'hui, la technologie ne s'applique pas à tout et ça, il faut quand même le considérer. Puis dans le cadre d'une transaction immobilière résidentielle où on est serré dans les temps, c'est impossible d'envisager ça. Ça ne s'applique pas pour l'instant. Faut penser notre manière de transaction au complet, je pense. Ah, bah, c'est bien. C'est quand même une avenue peut-être pour l'avenir, à Oui. voir, à suivre. Tantôt, on parlait, bon, des tests de sol à capacité portante, tout ça, des installations septiques. Est-ce que c'est la même chose aussi pour, est-ce qu'on va pouvoir faire un puits pour avoir accès à de l'eau potable si la municipalité ne fournit pas, l'eau? Oui, mais ça, c'est quelque chose que nous, on fait pas. L'expertise d'eau potable, c'est pas un test que Multitest fait, je dois le dire quand même. Par contre, c'est un test où il va falloir que vous cherchiez dans votre région. Le premier conseil que je vais avoir à dire, c'est chercher dans votre région, puis trouvez-vous un technologue aussi qui peut vérifier votre champ septique. Parce que souvent, quand vous n'êtes pas branché à l'eau, vous n'êtes pas branché aux écouts non plus. Et le risque principal, c'est la dynamique entre les deux selon votre terrain, selon la taille et l'état de votre chaussée, parce qu'il faut le faire vérifier, ça c'est vraiment important, j'insiste. Il faut s'assurer qu'il fonctionne bien. Mais ensuite de ça, quand vous allez installer votre puits, il faut que votre champ septique soit au bon endroit versus votre puits. Parce que sinon, vous devez faire un puits scellé. C'est pas les mêmes coûts, c'est important. Un puits scellé va vous éviter, en fait, d'avoir le retour des eaux usées de votre champ septique dans votre eau potable. Parce que malheureusement, ça arrive. Il y a des gens qui, achètent un chalet, qui transforment en maison. On parlait de la pandémie encore une fois, ça s'est vu fréquemment et on se retrouve dans des situations où, ben là, le champ septique doit être agrandi parce que là, soudainement, on fait une chambre de plus, on a grossi le chalet, on est là toute l'année. Puis où on n'a pas la place sur le terrain, des fois, il y a le chalet, un peu d'herbe et le lac. Donc, il faut quand même un espace pour installer un champ septique, un espace sécuritaire pour le lac. L'eau, elle peut pas retourner dans le lac directement, là. Des fois, on en voit de: «Ah, c'est l'eau du lac» ou c'est l'eau qui retourne directement. Ça c'est plus possible, là. Non, ça se fait plus. Il faut vraiment faire attention à ça. Je pense que surtout si vous investissez pour avoir quelque chose au bord d'un lac, mais c'est pas pour le pourrir vous-même, hein, c'est ça. Tout à fait. Puis le risque, c'est que ça s'écoule aussi dans votre eau potable. Et ça, c'est un risque quand même que nous, malheureusement, on a déjà vu, même si on ne fait pas l'installation du puits. Pendant quelques années, on donnait l'expertise de la capacité portante et du champ septique. On avait quelqu'un dans l'équipe d'ingénieurs OK. qui le faisait. Et malheureusement, on se rendait compte que bien souvent, les gens voulaient une capacité portante parce qu'ils voulaient ou démolir un chalet, en reconstruire un beaucoup plus gros. Donc là, on faisait l'étude de champ septique, mais le plan du chalet ou du nouveau bâtiment, ben, permettait pas l'installation d'un champ Mmh. septique. Parce qu'on passait d'une chambre à 6 chambres, là, ça demande pas du tout la même installation de traitement d'eau usée. Et malheureusement, on n'avait pas la place sur le terrain. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir un client qui, lui, avait des retours d'eau usée dans son eau potable. Et là là.
Oui. Donc, nous, on fait pas ces installations-là, mais je vais faire 3 suggestions. La première, vous devez faire inspecter le champ septique s'il y en a un. S'il y en a pas, ben, faites attention quand vous le faites installer. Prenez la peine de contacter des professionnels. Nous, on réfère Premier Tech. Premier Tech est à Rivière-du-Loup, mais ils ont un numéro où ils vont vous référer quelqu'un dans votre région qui va pouvoir venir faire cette étude-là et qui va pouvoir vous conseiller sur son implantation, puis ou tout simplement savoir si celui que vous avez fonctionne comme il faut. Puis le dernier conseil, ça va vraiment être le puits. Le puits, vous ne devriez pas l'installer n'importe où. Vous devriez vérifier votre champ septique avant de l'installer pour assurer qu'il fonctionne, que tout va bien, mais que vous mettez votre puits de manière intelligente sur votre terrain. Et si Oui, il y vous a des n'avez pas distances la à place, respecter aussi, là, comme tu disais plus tôt, là. et si on ne peut pas respecter cette distance-là, ça prend un puits scellé. Donc, c'est pas les mêmes coûts, encore une fois. Ça se fait, la technologie existe, mais vous assurez que vous pouvez installer ce type de puits sur votre terrain, puis c'est quoi les coûts liés à ça, ça va être important. Ouais. En terminant, quand on parle beaucoup de sol, on parle, de pyrite, de pyrrhotite. J'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la différence entre les 2 parce que les gens souvent sont confus, Oui, tout à fait. puis c'est normal là, c'est des mots très similaires aussi. Les conséquences sont quand même différentes, puis les enjeux, différents aussi. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est, puis c'est quoi l'impact que ça a sur notre maison? Ben, en fait, c'est 2 cousins. C'est des petits minéraux, puis ils sont brillants tous les 2 là. On dirait, la pyrite, on appelle ça l'or des fous, là, c'est doré puis tout. Ben, la pyrrhotite, ça ressemble quand même pas mal. Donc, au niveau chimique, ils se ressemblent pas, juste au niveau de les écrire, c'est ça qui est plate, drôle dans notre domaine, là, mais ça a pas du tout la même résultat catastrophique dans une maison. Donc la pyrrhotite, c'est quelque chose qui a été mis malheureusement dans des mélanges à béton par, une, cimenterie dans le secteur de Trois-Rivières. Et donc, il y a plusieurs maisons qui se sont fait couler leurs murs de fondation, donc les murs verticaux qui tiennent la maison, littéralement, avec ce minéral-là à l'intérieur. Puis ce minéral-là, un peu comme la pyrite, va finir par réagir avec le temps, mais lui, il va se désagréger. Donc, vous vous retrouvez avec des murs de fondation affaiblis, voire qui s'effritent. Et bien entendu, ben, le risque, c'est de perdre son bâtiment au complet. Un test de pyrrhotite, c'est beaucoup plus cher qu'un test de pyrite. Il faut faire une carotte horizontale dans le mur de OK. fondation. L'UTITES ne fait pas ce test-là. Au Québec, on a CEDEX Lab qui est à Longueuil, qui est à côté de chez nous, qui est un de nos partenaires et qui offre ce test-là depuis des années. Ils sont experts là-dedans. Ils font ça très, très bien. Je pense qu'ils ont dû tester presque toutes les maisons affectées au Québec, pour être honnête avec vous, là. Pour à Ils ont fait un Trois-Rivières, travail. est-ce qu'il y a des années qu'on doit plus vérifier pour ça? Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais Penses-tu? que non, il y en a C'est plus, ça. ça c'est sûr. Je sais pas c'est quoi les années exactes. C'est vraiment CEDEX qui pourrait, vraiment vous dire. Puis sincèrement, au Québec, si vous voulez faire un test de pyrrhotite, c'est eux, là. C'est pas comme si vous pouviez aller ailleurs, là, c'est vraiment eux. Puis ce que j'ai découvert grâce à eux, c'est qu'il y avait le même problème au Vermont. Des OK. fois, quand on se compare, on se console. Ils ont exactement le même problème. Donc CEDEX, actuellement, a des clients au Vermont. Parce que, ils ont tellement une expertise développée là-dedans au Québec OK. que quand les problèmes ont commencé à être identifiés au Vermont, ben, c'est eux qu'on a appelés pour aller tester, puis ils continuent à tester au Vermont régulièrement des échantillons de pyrrhotite. Et c'est OK. vraiment les murs de fondation, donc la Oui. partie verticale, c'est vraiment là-dedans le problème. La pyrite, alors ça, c'est plus nous, ça va. Donc ça, la pyrite, ben, c'est encore un petit minéral. Puis, les gens, souvent, ils pensent que quand on fait un test de pyrite, on vient dire s'il y a ou non de la pyrite. Ça aussi, on se le fait dire dans les mythes, c'est: «Moi, il y a pas de pyrite chez moi». Il y a environ 1 de pyrite dans toutes les maisons. OK. 1. C'est entre 0,8 et 1,8 en moyenne. Donc on dit toujours: «Il y a 1 de pyrite dans toutes les roches que vous mettez en dessous de toutes les dalles de béton au Québec». Donc quand on fait un test de pyrite, 1, je viens pas vérifier s'il y en a, je le sais déjà, j'ai pas besoin de faire payer quelqu'un. Vous avez de la pyrite. Tout le monde a de la pyrite, malgré, ce que je me fais dire toutes les semaines: «Pas de pyrite». C'est pas grave. Ça veut dire aussi qu'il y a pas de secteur parfait. Ça aussi, il faut y faire attention parce que de la pyrite, j'en ai partout. Ça aussi, Ça c'est un mythe, oui, que c'est juste sur la rive sud. oui, malheureusement. Je suis vraiment désolée, là, je vais péter la balloune de plein de monde dans les 3 prochaines minutes. Deuxième chose, la pyrite, en tant que telle, elle est cachée dans cette roche-là. Donc, quand on fait un test de pyrite, ce qu'on vient faire, c'est on vient vérifier si la roche, elle est étanche. Vous OK. imaginez, vous avez 2 plastiques pour mettre votre boîte à lunch, un Tupperware, la marque, OK? Vous mettez des petits grains dedans de pyrite, vous imaginez que ça va être comme du popcorn. Le premier, il est étanche.
Donc ça, c'est un indice d'IPPG, donc un potentiel de gonflement inférieur à 10. Il est négligeable. Qui dit négligeable, je le néglige, on s'en fout, ça ne OK, gonflera pas. Donc mes grains, là, ils sont là, j'ai 1. J'ai pas 5, 10. J'ai 1, mais c'est étanche, donc la pyrite ne réagira pas. Cette roche-là, il se passera rien avec. Négligeable, pas de OK, problème. L'autre cas, j'ai un IPPG entre 11 et 100. Ça m'indique pas que j'ai 11 de pyrite ou 100 de pyrite. J'ai toujours 1 de pyrite, mais elle est dans une roche qui va laisser rentrer l'eau. Et en étant en contact avec l'eau, la pyrite va réagir et cette réaction-là va malheureusement mener à un gonflement de la roche. Et comme votre plastique, le couvercle va sauter, puis si j'ai assez de force à l'intérieur, ça va même éclater les bords. C'est exactement ce qui se passe avec une maison. Donc, ces cas-là, c'est vraiment un PPG de 11 à 100. Donc, nous, du moment qu'on est dans cette gamme-là, on le sait qu'un 11 peut être plus catastrophique qu'un 100. Donc, ça nous prend vraiment une analyse complète du dossier qui va impliquer la dalle de béton, les dommages observés, la profondeur de remblai en dessous de OK, la dalle. Donc, ça, c'est vraiment ça qu'on regarde. Puis, ben, c'est comme tu disais, les zones à risque. Donc, en 2019, l'OACIQ a émis un avis pour les courtiers d'immeubles qui indique les zones où le test doit être demandé. Donc, on parle de la rive sud, bien sûr, hein, oui, de parce que Barret de la d'emblée, c'est c'est là. demandé. Je sais que lorsque je vais avec, moi, je suis plus à Rive-Nord, mais bon, lorsque je vais visiter avec, des clients, des acheteurs sur la Rive-Sud, c'est joint avec, la Ouais. déclaration du vendeur. Lorsqu'on met une maison sur, le marché sur la Rive-Sud, d'emblée, les vendeurs sont au courant. C'est la zone historiquement où les gens sont le plus conscients. Donc, on parle de Varennes à Châteauguay, du fleuve Saint-Laurent à la rivière Richelieu. Cette zone-là, il ne devrait même pas y avoir de question. C'est écrit. Mais pas seulement. L'Est et l'Ouest de Montréal. Donc, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Pierrefonds, Beaconsfield, Dorval, Dédé. OK? Donc, ces secteurs-là, c'est des secteurs où on le sait qu'il y a des problématiques récurrentes et les courtiers d'immeubles doivent demander un test de pyrite. Et j'ai encore des discussions avec certains courtiers, surtout dans l'Ouest, où on me dit: «Ouais, mais personne ne le demande. Si moi je le demande, je vais perdre plein de transactions». Combien ça rapporte une transaction versus combien ça vous coûte si vous êtes poursuivi? Ça, c'est la question que je pose toujours aux gens. Parce que oui, c'est bien de vivre avec du risque, hein, sinon on n'aurait pas de REER, hein. Je suis d'accord avec ça, même si je ne serais pas entrepreneur non plus, je le comprends. Mais il y a des risques que je contrôle. Celui-là, je le contrôle, à mon avis, dans le sens où vous avez une recommandation de l'OACQ. Si vous avez un courtier en face qui, pour X raison, ne demande pas, ben, vous avez le droit de lui imprimer la page. Vous faites courtier, obligation PIRIT, OACQ, puis c'est la première chose qui sort. Je pense que c'est plus intéressant d'essayer d'éduquer ses collègues, gentiment, que de risquer la cote, la commission d'une transaction versus votre futur. Parce que vous avez une responsabilité là-dedans. Puis après, tu disais, moi, je suis à Tout à Laval. fait. Pour tous les autres secteurs, ce que dit cet avis-là, c'est si vous avez des dommages, vous le recommandez. S'il n'y a pas de dommages, c'est à la discrétion de l'acheteur et du vendeur. Parce que souvent, ça va être suite à l'inspection. S'il y a des zones où, bon, dans un garage ou un sous-sol qui est pas fini, ben l'inspecteur va recommander d'aller en expertise parce qu'il va avoir des points, visuels, là, tu sais, Oui, oui. Ah, les l'étoile, étoiles, les fissures, c'est oui, ça. oui, c'est très. Mais encore là, hein, les gens sous-estiment aussi beaucoup la sulfatation du béton. La sulfatation du béton, c'est une réaction, chimique du béton qui est assez naturelle. C'est quand on n'a pas de pare-vapeur en dessous, donc une membrane plastique étanche en dessous de la dalle de béton, quand la dalle est la roche qu'on teste dans le test de pyrite. Ça crée les mêmes dommages qu'un remblai gonflant. Donc on va avoir des bosses, on va avoir des fissures en étoile, on va avoir des soulèvements, puis des fois on va avoir même de la genre de petites poudres blanches à la surface du béton dans les craques. Ça peut être seulement de la sulfatation. Donc ça aussi, dans un test de pyrite, on vient questionner, on vient vérifier si on en observe parce que les travaux vont pas être les mêmes à recommander. Ça va être important, bien entendu, pour un acheteur potentiel et une négociation potentielle. Ça peut quand même faire une différence importante. C'est pas, à négliger. Si tu avais à me défaire justement un mythe en terminant là sur, les tests de sol, quelque chose que vous entendez là le vendredi. Un des plus souvent par rapport à l'environnement, c'est il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de contamination. Voyons, à l'huile, ça sent. Alors, je vous jure, l'huile sous 1 pouce de terre ou sous votre dalle de béton, vous ne sentirez pas la contamination. Nous, on a sorti une contamination qui a coûté plusieurs millions dans un garage mécanique et en surface, c'était impeccable.
impeccable. OK. C'est juste un drain mal raccordé à un récupérateur d'huile pendant 30 ans. En surface, là, c'était super propre. Donc, pas d'odeur, pas de couleur, ça veut pas dire qu'il y a pas un problème sous vos fondations, sous votre dalle de béton, malheureusement, en environnement. Ensuite de ça, mythe aussi au niveau de la géotechnique. On a beaucoup de gens qui vont construire, qui creusent leur fondation puis qui nous appellent en disant: «Ouais, mais viens juste vérifier le fond, là». Ça, on le fait pas, on le fait plus. Il faut vraiment faire une étude complète. Couper les coins OK. ronds pour la capacité portante d'un bâtiment, il faut faire extrêmement attention. Vous allez avoir l'impression de gagner des coûts, du temps. Il y en a qui vont encore l'accepter, même si c'est fortement interdit par l'Ordre des ingénieurs au Québec. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui se sont fait taper sur les doigts. Donc, non, OK. c'est avant de creuser vos fondations qu'il faut vous poser des questions. Là, c'est rendu trop Donc, tard. avant la première pelletée, là, il faut vraiment mais puis ça, les villes l'exigent pas lorsqu'ils émettent les permis? Pas toutes. OK. De plus en plus, mais pas toutes. Là, ce matin, avant qu'on se rencontre, j'ai eu un appel où la ville a exigé une étude de capacité portante pour une piscine. Et quand Alors même. 12 000 C'est dans une pour une zone, piscine, de glissement de terrain? oui, Ouais, c'est ça. c'est dans une zone qui est, faire attention, considérée comme potentiellement un glissement de terrain. Donc, OK. c'est un quartier qui est développé, il y a des maisons partout, mais il y a un ruisseau. C'est pas un gros ruisseau, hein, c'est un ruisseau, OK? Mais toutes les piscines qui construisent là, la ville exige impérativement une étude à plus de 10 000 pour construire une piscine. Ça change ton budget de piscine, hein? Ouais, déjà, c'est assez C'est ça. élevé. Ouais, j'ai trouvé ça quand il m'a dit ça, j'étais comme: «Ouf» et c'est pas la seule fois. Là, j'en ai eu un ce matin, mais on en a au printemps, on en a un quasiment par semaine où la ville va OK. exiger ce type d'étude-là pour une piscine seulement, même pas un garage, une piscine. Puis le dernier, bien sûr, c'est le grand classique, là, c'est celui dont je te parlais, il y a pas de pyrite chez moi. Oh, je suis désolée, je vais décevoir tout le monde. Tout le monde a de la pyrite. Tout le monde est égaux là-dedans. Pas de problème. Mais oui, c'est une mauvaise conception qu'on a de dire que c'est de la pyrite, mais dans le fond, tout le monde en a un peu. Puis c'est ce que j'ai compris, mais c'est les autres matériaux autour qui vont réagir différemment avec la pyrite qui sont la Exactement. conséquence, dans le fond. Exactement. Puis des fois, les gens nous demandent: «C'est où que vous allez le plus loin pour faire des tests de pyrite?» Nous, on a été embauchés par la SQ à Québec pour un OK. hangar où ils stockaient des choses qui saisissaient chez plein de monde. À part les belles voitures que mes techniciens ont pu voir, ben, on a découvert que leur hangar, malheureusement, était extrêmement problématique et qu'il fallait refaire la dalle. Bon, c'est pas la meilleure nouvelle qu'on a dû leur annoncer dans la semaine, là, je comprends bien. Mais à Québec, on va jusqu'à Sherbrooke, on a déjà eu OK. des problèmes, Bromont, Sauta, Granby, on en a des problèmes dans le nord, mais on en a quand même un peu moins, si ça peut rassurer les gens. Mais j'ai déjà été à Saint-Jérôme dans un gros bâtiment commercial avec des problèmes majeurs. Donc, il y a pas vraiment de région où vous pouvez, hors de tout doute, vous dire: «Moi, il y en a pas de problème». C'est Vraiment ça, plus. déclarer Ouais, ses 0. c'est ça. Ça, Ça, c'est pas possible sans un test. c'est bien, à savoir pour les gens qui nous écoutent. Merci infiniment, Nadège, De de rien. ton temps. C'était très instructif. Tu as pu déconstruire, reconstruire des mythes aussi. Puis je te remercie infiniment de ton temps. Puis j'espère te recroiser ou peut-être même refaire un autre podcast avec toi sur un autre sujet, là, je suis sûre, Volontiers. aussi, palpitant. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.